on doit parler aussi de la période où vous étiez à Paris comme attaché culturel. Parlez-nous de cette période de votre vie assez chargée. Elle était très chargée à tel point que je travaillais de bon matin et quand je faisais le ramadan, je prenais le train pour aller à la banlieue parisienne ou le RER pour aller un peu plus loin pour inaugurer quelque chose, un événement culturel organisé. Et je me souviens que quand on était en tant qu'équipe de travail, quand vous et votre équipe de travail, on avait des dates sur nous pour dire on va commencer, quand c'est la rupture du jeûne, on va prendre ces dates. Et je me rendais compte qu'il y avait plein de gens dans le train qui faisaient la même chose, des dates et de l'eau. Quand j'enseignais à la Sorbonne, c'était pareil aussi. Quand c'était la rupture du jeûne, les étudiants, pourtant c'est complètement interdit de manger en classe, et c'est la Sorbonne, c'est-à-dire on ne peut pas violer les règles académiques. Et les filles et les garçons quittaient la classe pour 5 minutes pour boire quelque chose ou manger quelque chose. Tout ça, ça reste gravé dans ma mémoire. La période était riche sur le plan culturel, académique. Les thésards, il y avait plein de thésards. Et il y avait plein. Moi aussi, j'apprécie beaucoup quand il y avait des problèmes entre le thésard et sa femme. Il venait me voir à mon bureau pour résoudre les problèmes personnels. On a fait plein de conventions. On a eu beaucoup de conventions où le ministère des Affaires étrangères, et mes vifs remerciements pour leur effort. Parce qu'à chaque fois, on avait un plan à proposer, on n'a jamais reçu un refus. Docteur Hanan Mouni, vous vous intéressez beaucoup à la culture et récemment vous vous êtes intéressé aussi au tourisme en Égypte. Pourquoi? Les gens ont pensé que je m'intéresse au tourisme égyptien après la grande chute du tourisme ces derniers jours. En effet, c'était la patrie. Tout ce que je fais, c'est pour la patrie. Que ce soit sur le plan touristique, académique, culturel, sur n'importe quel plan. Moi, je pense, qu'est-ce qui peut aider mon pays dans cette période-ci, surtout dans les périodes de crise. On a pensé à faire revivre le charme culturel de Sharm el-Sheikh. Et on a décidé de travailler sur Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, c'est une grande sainte connue dans le monde entier. Et moi, j'avoue, en tant qu'Égyptienne, je ne connaissais pas l'histoire. Alors, à Sainte-Catherine, j'ai découvert mon pays. Quand j'étais à Paris, je voyais les Égyptiens, les Français, et surtout les Parisiens qui voulaient partir. Et l'Égyptomanie, mais qu'est-ce qu'ils voient dans nos pyramides? Mais j'ai vu ça. La plupart de mes années de vie, j'ai visité. J'étais souvent là-bas avec des amis étrangers. Et j'ai commencé, en fin de compte, d'admirer l'Égypte et de regarder l'Égypte de loin avec le même regard occidental. Et j'avoue, j'ai beaucoup apprécié. Ici, j'ai pensé à faire revivre ce charme, comme je viens de dire, de la belle ville, que c'est ma ville de cœur, quoi. Sharm el-Sheikh. Mais j'ai dit, on va faire des manifestations culturelles à Sainte-Catherine. Et je suis arrivée avec des VIP dans des bus, on était très bien protégés, on était vraiment à l'aise. Et ce qui m'a étonnée, qu'on était bien surveillés, bien protégés par les Bédouins du Sinaï, qui étaient un petit peu partout, pour nous rendre heureux. C'était vraiment le bonheur, avec l'armée, avec la police nationale. Et les trois surveillaient notre parcours. Depuis l'aéroport, on a mis le pied là-bas jusqu'à l'arrivée à la Sainte-Catherine. Le monastère, moi j'enseignais le monastère Sainte-Catherine à Paris, à l'Institut du monde arabe, sur des écrans panoramiques, 8 écrans panoramiques, et au numéro 7, j'expliquais c'est quoi le monastère de Sainte-Catherine. Vous pouvez tomber sur et sur et sur. J'expliquais ça pour 2 ans. Sans le voir. Sans le voir.
Et les gens disaient, oh là là, comme c'est beau, comme c'est joli. Comme j'expliquais les pyramides, comme j'expliquais aussi l'expérience de Zahi Hawass quand il y avait le robot qui est entré dans la chambre, ainsi de suite, du pyramide. J'expliquais tout. Mais quand je l'ai vécu, c'est vraiment différent. J'étais impressionnée par les prêtres qui sont là-bas, impressionnée par l'arbre suspendu, impressionnée, et tu penses que c'est là où il y avait Moïse le prophète, c'est là où il y a la montagne de Tajalli, c'est là où il y a les manuscrits, tout ce qui est original, on regarde, on fouille, et j'étais impressionnée comme tout le monde. Mais je disais, moi je suis égyptienne, comment je n'ai pas vu ça? Et je profite pour dire des promenades, des excursions, des voyages organisés depuis le primaire à l'école jusqu'à l'université. Comme on avait l'habitude de le faire quand on était à l'école, on voyageait partout, on visitait presque tout en Égypte. Ici, ce n'est plus le cas, mais il faut refaire le même programme. Et on a fait ce qu'on appelle un événement, un grand événement culturel qui s'appelle Huna Nusalli Ma'an. Ici, nous prions ensemble. Les 3 religions monothéistes. Et ça a eu un grand succès, franchement. Cet événement, c'est pour faire revivre la ville, c'est pour faire revivre le tourisme et c'est pour faire revivre l'amour de la patrie auprès des Égyptiens avant les étrangers. Alors, mon but, ce n'était pas vraiment le tourisme, mais ça touche, tout touche à tout. Est-ce que vous avez d'autres plans concernant le même sujet, le tourisme? Oui, le tourisme, je pense que je vais me consacrer un petit peu à Sharm el-Sheikh parce que là-bas, c'est vraiment, il y a plein de choses sur le plan naturel. Les montagnes, il y a les Bédouins, il faut fréquenter les Bédouins. Ils ont soif à reconnaître leurs compatriotes. Nous avons nous aussi soif à découvrir ce monde. C'est un monde, moi je ne pensais pas qu'ils sont aussi intellectuels que ça. Quand on parle des Bédouins, on parle des gens qui s'enferment entre eux, qui ont leurs propres coutumes et traditions. C'est vrai qu'ils ont leurs propres coutumes et traditions, les habits, tout ça. Mais c'est ça, comme je dis, le différent, un élément différent. C'est un tableau en mosaïque. Il y a les Bédouins, il y a les femmes voilées, les femmes non voilées, les musulmans, les chrétiens, l'homme de la rue, les gens modestes, les gens simples, les gens extrêmement riches. Tout ça, c'est vraiment un tableau très riche de mosaïques, de tranches sociales, culturelles. Et c'est fondu, hein. Vous connaissez le plat très connu, le fromage fondu, c'est fondu. On ne peut pas se séparer. On ne peut pas se séparer. Et si on travaille, si on est visé pour que chacun soit dans son coin, c'est là où il faut lutter avec la culture et l'enseignement et l'éducation pour mettre dans la tête des étudiants, des élèves, même des gens analphabètes. Il faut leur faire un contre-lavage de cerveau en disant on est une seule unité, on est des Égyptiens. Vous êtes fondatrice de l'association DEFOF, c'est une association culturelle. Parlez-nous de DEFOF. Moi, je l'ai appelé DEFOF parce que ce sont les rives de la Méditerranée. Je ne parle pas d'un seul. Le monde qui va envahir, la culture qui va envahir les autres cultures, c'est vraiment la culture avec beaucoup d'étincelles. On ne peut pas tisser des toiles de fond sans avoir des éléments différents. On ne
peut pas avoir un seul tableau. L'Égypte n'est pas un seul tableau à explorer ni à exposer à l'étranger. C'est pas une seule couleur, c'est pas une seule tranche, c'est pas une seule ligne de peinture. Il y en a plein, il y en a plein. Et pour exporter ça à l'étranger, Naguib Mahfouz, quand il a gagné son prix Nobel, il l'a obtenu parce qu'il parlait de notre fond égyptien. Il n'a pas imité l'Occident, il a parlé de notre couleur locale. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Parce que ce sont les rives de la Méditerranée. Je ne parle pas d'un seul. Le monde qui va envahir, la culture qui va envahir les autres cultures, c'est vraiment la culture avec beaucoup d'étincelles. On ne peut pas tisser des toiles de fond sans avoir des éléments différents. On ne peut pas avoir un seul tableau. L'Égypte n'est pas un seul tableau à explorer ni à exposer à l'étranger. Ce n'est pas une seule couleur, ce n'est pas une seule tranche, ce n'est pas une seule ligne de peinture. Il y en a plein, il y en a plein. Et pour exporter ça à l'étranger, Naguib Mahfouz, quand il a gagné son prix Nobel, il l'a obtenu parce qu'il parlait de notre fond égyptien. Il n'a pas imité l'Occident, il a parlé de notre couleur locale. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Voilà, c'est ça. Être authentique, c'est toujours garder sa propre identité culturelle et sa propre vision orientale, ses coutumes et ses traditions, mais en même temps s'ouvrir à l'autre et laisser les courants d'air nous envahir et entrer. Et ça ne va pas nous enraciner, ça ne va pas nous enlever de nos racines. On est bien enraciné dans notre sol égyptien, culturel, oriental. Mais ce n'est pas la peine de dire je ne vois plus, j'entends plus que ma culture. Ça, c'est fini. Docteur Hanan Mourine, comment vous voyez le statut de la femme égyptienne aujourd'hui, surtout après 2 révolutions? Franchement, je vais aller à l'encontre du courant qui parlait de la femme égyptienne à l'époque des frères musulmans. Avant les frères musulmans, il y avait la femme égyptienne qui a acquis beaucoup de bénéfices et beaucoup d'acquis. C'est vraiment, moi je disais, qu'est-ce qui nous reste pour défendre la femme égyptienne? Les féministes, c'est pas au sens péjoratif du mot. Une femme féministe n'est pas contre l'homme. Les deux se complètent. Et comment ils se complètent? Ils se complètent en travaillant ensemble, en complémentarité. On se complète. C'est pas la peine de dire ou bien lui ou bien moi. Ça n'existe plus, ça. 2, elle a gagné beaucoup de postes.
C'est-à-dire, elle était juge, elle était ministre, elle était doyenne, elle a gagné vraiment plein de terrain, elle était compétente. Cela veut dire que quand on choisit par exemple comme Dr Zinab Radouane, que son âme repose en paix. Zinab Radouane, elle était vraiment le vice-président du Parlement. Elle était très compétente. On ne choisit pas parce que c'est une femme, ce n'est pas une quota. Moi, je suis contre le quota des femmes. Parce que la femme a le pouvoir et elle a le courage et elle a la compétence d'être à la place où on demande certaines capacités pour gérer une entreprise ou un établissement, ainsi de suite. Ce n'est pas question de homme ou de femme. C'est la femme qui gère la maison, le foyer. Moi, je donne un exemple de Sita Amina, Saïd. Bon, Sita Amina, c'est elle qui gérait toutes les familles. Elle faisait semblant d'être soumise chez l'équipe Mahfouz. La femme a une place très importante. C'est autour d'elle que tournait, c'est Saïd, le plus grand homme, le plus fort de tout le roman. Mais au contraire, il tournait autour des filles, autour même de ses amantes, autour de son épouse. Et la femme a une place très privilégiée dans cette situation orientale. Moi, je dis, après tous ces acquis, elle a commencé à perdre et il y a eu un grand recul. On a commencé à penser à la mettre placée, coincée au foyer, c'est son rôle. Comment voulez-vous avoir des générations bien cultivées, bien ouvertes, bien éduquées, si la maman est analphabète, si elle ne joue pas son rôle à la maison, si elle ne donne pas avec son mari dans les deux sens des allers-retours de l'éducation et de la bonne culture à leurs enfants. Ceci dit, elle a commencé à reprendre un petit peu et à monter un petit peu, un tout petit peu. Maintenant, on trouve des ministres, on trouve des femmes responsables, de femmes de décision. Tout ça, ça marche, mais ce n'est pas vraiment aussi fort comme avant. Ça va venir. Concernant le statut du foyer, moi je vois autour de moi, même au niveau des femmes égyptiennes analphabètes, mais vous voyez, si vous prenez par exemple un chauffeur qui parle de sa femme, il dit, bon, moi, je lui ai dit hier, elle m'a répondu, moi j'entends ces histoires-là. Alors, ce n'est pas question de culture ou de femme cultivée, c'est instinct. La femme égyptienne, par instinct, elle gère la maison d'une manière, une des meilleures manières, c'est par la femme égyptienne. Elle se sacrifie complètement à ses enfants. Ce qui peut vraiment, ce qui pourrait, pour être précis, bloquer ça, c'est le mari. Le mari, s'il bloque les pas et le progrès de sa femme, même au foyer, là, vous allez avoir une famille déséquilibrée. Moi, si je reviens à ma vie personnelle, moi, je pense que mon mari m'a beaucoup aidée. Je ne pense pas, j'en suis certaine, parce qu'il me donne l'occasion de voyager, de partir, de fréquenter toutes les communautés. Quand on a confiance une fois pour toutes. Quand on aide une fois pour toutes. Quand on aime une fois pour toutes. Alors, ce n'est pas la peine de provoquer les maris qui sont compréhensibles, qui sont en train d'être derrière, ils couvrent vraiment, ils couvrent leurs femmes. Et moi, je vois le proverbe qui dit وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه وخلف كل سيدة ناجحة رجل يدفعها إلى هذا النجاح. Alors, je me traduis, le mari, c'est vraiment l'élément essentiel pour tout échec et pour toute réussite. Je veux dire que j'aime bien ma femme. On était tout à fait près l'un de l'autre. Et je crois que la langue française a amélioré cette relation. Parce que j'avais toujours un professeur à l'école qui me disait « une langue, ça vaut un homme ». Donc si vous connaissez l'arabe, le français et l'anglais, vous êtes 3 hommes en même temps. Donc je crois que je suis 3 hommes et j'aime ma femme comme 3 hommes.
Et si on parle de vos enfants, quelle est la leçon que vous avez retenue de vos parents et que vous avez passée à vos enfants? Aimer et se sacrifier. Aimer les enfants. Ma mère c'est la tendresse incarnée. Elle est tendre comme un ange, tendre comme tout. C'est la tendresse que j'ai héritée de ma mère. Et aimer, c'est aimer sans leur montrer qu'on les aime. C'est pas la peine. J'aime pas les mères qui disent « Tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie pour toi. Il faut que tu saches comment je me suis sacrifiée pour toi. » C'est pas la peine de lui dire. Il l'a vu, il l'a connu, il l'a vécu. Et en même temps, se sacrifier pour l'autre. Pour moi, Dr Hanan Mounib, c'est quelqu'un de très exceptionnel. Bien sûr, pour n'importe quelle personne, la mère c'est quelqu'un de très exceptionnel, mais pour nous, pas beaucoup de gens peuvent faire les choses qu'elle fait maintenant. Déjà quand on était très petit, c'est comme son prénom l'indique, c'est la tendresse qui marche sur des pieds. Nous sommes toujours, ma sœur et moi, très fiers d'elle, des choses qu'elle fasse. On a beaucoup vraiment appris d'elle. Quels sont vos souhaits et vos rêves pour l'an 2016 sur le plan professionnel et le plan personnel? J'ai jamais souhaité sur le plan professionnel un seul pas, une seule carrière, un seul job. Ça vient tout seul. Je ne sais pas comment, mais c'est toujours comme ça. Et peut-être parce que je suis convaincue depuis toute ma jeunesse que quand on cherche, on n'a pas. Quand on ne cherche pas, ça vient tout seul. Sur tous les plans. Ça, c'est quelque chose au fond de moi-même, au fond de mon âme. Sur le plan personnel, que ma famille soit toujours aussi soudée que ça, que mon mari continue à me soutenir, que mes enfants me respectent et continuent à voir, parce que toujours ils m'envoient des WhatsApp, des textos en disant « Oh, I'm proud of you, mom, je suis fière de toi, ma mère ». Et j'espère rester toujours à leurs yeux la mère, peut-être la personne qu'ils veulent un de ces jours avoir un petit coin de son caractère un peu, comment dirais-je, particulier. Et garder mes amis, garder le beau sourire autour de moi, ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est choquant d'avoir de mauvaises surprises. Et sur le plan très grand, avoir l'Égypte au fond du cœur de tous les Égyptiens, leur âme, leur langue, leur caractère, leur comportement, leur façon de vivre, c'est vivre en tant qu'Égyptien qui aime son pays. Et j'aimerais un seul souvenir, couper la main de la corruption
gouvernementales, au sein des instituts, au sein des ministères. Ça, c'est vraiment ce que je prie pour 2016, que la corruption parte, que la corruption soit dans un coin, enterrée à vie.